Depuis des décennies, certains documentaires affirment que les pyramides d'Égypte cachent des secrets impossibles. Mais le vrai mystère se trouve ailleurs. Mon informateur me donne la direction, la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, là où sont nées les premières villes. Des experts autoproclamés analysent des papyrus, des plans, des statues et des pierres bleues étranges. Très vite, une théorie émerge. Les ziggourats ne seraient pas de simples temples, mais un réseau d'infrastructures technologiques. Une archéologue affirme que les structures représentent un schéma d'antenne énergétique. Un ingénieur amateur démontre que l'inclinaison des briques correspond à l'angle d'une rampe de lancement. Et si les Sumériens avaient construit les premières plateformes de communication interplanétaires? Une tablette récemment traduite expliquerait la fonction réelle des ziggourats. La traduction apparaît enfin. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Papiria, un jeu de Bernd Eisenstein, un jeu que nous avons acheté à Essen. C'est le monsieur qui a fait Discordia, que j'ai beaucoup aimé. Papiria est annoncé comme plus accessible, je me suis dit pourquoi pas, allons voir Bernd et achetons-lui Papiria. Oui, on a fait des parties à 3 et à 4 joueurs. Niveau de la règle, c'est simple. Vous allez avoir une règle déjà très dépouillée, un peu à l'allemande, version Keyside, c'est-à-dire on est sur un document Word avec des illustrations. Ça prend que 6 pages, vraiment le gameplay à lire, c'est 3 grandes sections, le déplacement, les actions et le scoring. L'auteur a quand même fait quelques petites mises à jour sur Board Game Geek. C'est juste des clarifications, il a re-uploadé plusieurs fois le PDF, donc si vous avez une version VO, n'hésitez pas à aller la télécharger, l'imprimer, il y aura les petites modifications, les petites clarifications. Sinon, il y avait un point qui a posé un peu question souvent, parce que le reste est quand même facile, c'est le scoring des temples et des villes. C'est vrai que les exemples qui sont donnés dans la règle ne suffisent pas à couvrir tous les cas, donc on se pose quelques questions, et c'est d'ailleurs des questions qui ont été posées sur Board Game Geek, mais on l'avait quand même bien comptabilisé à chaque fois, donc pas d'erreur de règle sur ce jeu-là, ça s'est vraiment bien passé. Sinon, on a vu il n'y a pas longtemps, au 1er mars, que quelqu'un avait posté une version française sur Board Game Geek, une sorte de version fan-made. Du coup, on ne l'a pas téléchargé, on ne l'a pas testé, mais voilà, si jamais ce jeu ne trouvait pas d'éditeur français, vous pouvez tout à fait prendre la VO et télécharger cette règle, j'imagine que ça fera le job. Comptez 20 minutes d'explication. Dans un premier temps, vous déplacez un pion de 1 à 2 cases, en sachant qu'on a 2, 3, 4 pions en fonction du nombre de joueurs. Vous appliquez 2 actions qui sont proposées dans un second temps, et dans un troisième temps, vous vérifiez si vous remplissez un objectif public. Alors, ces actions sont étendre son territoire, développer son culte, ses mines ou son réseau de villes, produire des pierres ou des rouleaux, augmenter son multiplicateur de score et enfin marquer des points. Attention, le nombre de points est capé à la piste dite de connaissance. Cette dernière augmente principalement grâce au rouleau ou avec des jetons de marqueur un petit peu. Le jeu est globalement simple. Oui, et alors au niveau du matériel, on est aussi dans la simplicité à l'allemande. La mise en place, elle était un peu douloureuse à la première partie. Notamment parce que dans la règle, du coup, ça manquait un peu de clarification et on a un peu de mal sur quelle tuile il faut aller, où les placer, etc. Mais une fois que ça s'est fait, généralement, vous avez une petite tuile récapitulative de la mise en place. Après, vous n'avez plus besoin d'aller dans la règle et vous allez pouvoir la faire un peu plus rapidement. Ça reste quand même un petit chouille long parce que du coup, il y a peut-être une trentaine de piles à disposer sur le plateau, mais au moins, vous n'êtes pas comme dans un nucléum ou autre chose, vous n'avez pas de tri avec des tuiles 3 joueurs et 4 joueurs à mettre de côté, ce qui là le rendrait ultra pénible. Donc il n'y a pas ça. Après, moi, donc sur le design et sur l'édition du jeu, la seule chose qui me pose souci, c'est les tuiles terrain pour construire votre royaume. Il a pris une sorte de marronasse que je trouve un peu sombre. J'aurais aimé que ça soit un peu plus contrasté parce que je trouve que les montagnes et les forêts ne ressortent pas énormément. Alors, pas tellement quand on les a devant soi, parce que ça va, mais quand on a besoin de regarder un peu où on est la forêt de son adversaire ou les montagnes de son adversaire, là, par contre, on les voit plus trop. Donc, voilà, c'est le seul petit reproche que j'ai à lui faire. Moi, je trouve le matériel plutôt agréable. C'est du bois pour les pions et les constructions, et c'est du carton épais pour le reste, et c'est tout. Alors moi, je trouve que le jeu est plutôt lisible. Alors, certes, c'est pas très joli, mais je le trouve plutôt lisible. C'est surtout la mise en place qui est un peu longue.
Cependant, cette mise en place, elle a un effet bénéfique, c'est qu'elle va renouveler complètement les parties, parce qu'on va mélanger les actions et leurs positions, et cette mise en place peut s'accélérer quand même avec des petites boîtes pré-remplies avec les éléments en bois. Je reviens sur cette notion de mélanger les actions, on peut se retrouver avec 2 fois la même action sur la même case, ça nous est arrivé plusieurs fois, du coup cette case va devenir très prisée, et ça va un petit peu créer un embouteillage à cet endroit-là, et on sait très bien qu'on va se faire dégager assez rapidement, donc j'y vois un avantage finalement à cette mise en place, un chouille longue. Côté sensation, c'est de l'opportunisme à outrance en fait. C'est un jeu qui est plus tactique que stratégique. En fait, on va avoir de la joie qu'on va ressentir quand on va découvrir les petits compos qui nous sont disponibles, mais il faudra vraiment les identifier, les repérer quand viendra son tour. Donc il faut bien observer le plateau. Et bon, faudra attendre son tour pour s'assurer de rien louper. Ça va générer un peu de temps mort, de downtime, surtout quand on va jouer à 4. Rien n'empêche d'étudier ce qui est possible, même s'il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir quand vient son tour. C'est une double rondelle, en fait, qu'il faut comprendre. Il y a 2 chemins qui sont parallèles, circulaires. Voilà. Il y a un gain de points qui s'accélère aussi tout au long de la partie, qui donne un côté de grandir qui est assez fort. Et il y a un côté aléatoire qui est quand même assez présent à mes yeux, lié au jeton scoring, les multiplications, etc. C'est pas forcément évident. Les terrains aussi, il y a une question qui vient se poser à mes yeux sur ce côté aléatoire. Alors moi, à chaque fois que j'y joue, j'ai un petit feeling de jeu à la civilisation, Age of Empires. Vous savez, vous commencez sur un village et vous envoyez votre colon pour éventuellement explorer un peu le terrain et construire une ville un peu plus loin. Là, c'est exactement ça. La partie construction, elle est limitée à la position de votre colon. Vous ne pouvez pas arranger les tuiles comme dans un Carcassonne en partant à gauche, à droite. Vous suivez son cheminement. Et là, il y a vraiment des questions à se poser. Et donc, comme tu l'as dit, il y a aussi cette partie double rondelle où finalement, ça vous amène beaucoup d'actions. Pour info, vous pouvez avoir jusqu'à 36 possibilités. Enfin, il y a 36 cases d'actions possibles. Donc, vous avez vraiment du choix et c'est ça qui est bien. Et en plus, le jeu vous tord un peu parce qu'il vous demande des choses assez antinomiques. Il vous demande de regrouper vos forêts et vos montagnes pour faire un très grand ensemble. Mais à la fois, il vous demande que les villes et les temples soient les plus éloignés possibles. Donc, du coup, vous êtes toujours un peu dans un choix à faire difficile, un peu cornélien. Et ça, c'est très bien. L'autre chose que j'aime bien aussi, c'est quand même cette construction du royaume à partir du colon. Finalement, ça vous contraint énormément. Et le jeu vous permet aussi justement de tricher un peu en redéplaçant le colon pour pouvoir éventuellement développer une autre partie du royaume que vous avez délaissée. Et ça, pour moi, c'est une originalité que je n'avais pas vue sur d'autres jeux. En termes d'interaction, oui, en se plaçant à côté d'un autre joueur, chacun peut lui offrir une petite ressource pour en obtenir une plus importante, un rouleau. Les joueurs peuvent se pousser entre eux d'une case à l'autre. Ça va l'empêcher de faire une action ou carrément le priver d'une action importante qui est de transformer ses rouleaux en connaissances. Ça peut être assez rageant des fois. Ouais, c'est vraiment de l'interaction juste sur la rondelle. En effet, il y a une interaction positive où on peut se donner une ressource en échange d'une autre. Et puis, on peut se pousser. Et pousser, ça peut poser des situations problématiques. Il y a aussi un petit jeu de majorité dans le scoring de fin où ceux qui auront le plus de temples, le plus de cités, vont pouvoir avoir un scoring supplémentaire. Donc du coup, on suit quand même ce que font les autres pour voir si on est au moins au même niveau, parce que c'est plutôt égalité friendly, donc ça va. Donc on suit quand même le plateau des autres. Et avec ce petit système d'interaction, on n'est pas inactif pendant le tour des autres, puisque on peut vous payer quelque chose pour éventuellement récupérer un papyrus dans le cas de l'échange. C'est pas un jeu velu pour autant, c'est pas familial non plus. C'est peut-être trop simple pour les amateurs d'euro et ça va être trop compliqué pour du familial. Est-ce que c'est si intermédiaire pour autant ? Je sais pas, j'arrive pas à prendre position. À mes yeux, il prend plus de sens à 3 qu'à 4 joueurs. À 4 joueurs, il y aura plus de temps mort, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a aussi cette question de mise en place. Il y a une bonne âme qui veut le mettre en place. Il offrira un moment, en tout cas, agréable pour un jeu d'opportunisme. Il faut compter une bonne heure et demie. Bon, sinon, sur les configurations, donc, il joue à 4, à 3 joueurs, à 2 joueurs. Par contre, il n'y a pas tout à fait le même feeling. À 4 joueurs, vous jouez avec un seul bateau et un seul pèlerin, ce qui fait que vous ne pouvez pas retrouver un autre pion à vous sur la rondelle. Par contre, à 3 et à 2, vous pouvez avoir 2 bateaux ou 2 pèlerins. Et comme vous ne pouvez pas vous déplacer vous-même, enfin prendre votre propre place pour enchaîner potentiellement la même action, eh ben, vous pouvez vous retrouver à vous auto-bloquer.
Et du coup, ça, c'est une réflexion que vous n'avez que sur la partie 3 et 2, et pas du tout sur la partie 4. Bon, après, il faut dire qu'il y a un petit mode solo pour ceux qui veulent, qui est relativement simple, on n'a pas essayé, mais c'est juste essayer de faire le plus de points possible, et vous avez des graduations de points jusqu'à faire plus de 400 points pour faire le meilleur des scores. Y rejouer, oui, avec plaisir. Il est assez court pour profiter de la soirée et jouer à autre chose après une longue journée de travail. Pourquoi pas? Oui. Moi, j'aime bien parce qu'il est justement dans la catégorie de jeux qu'on va dire initié plus, expert moins, moins. Moi, je le mets un peu dans la même case qu'un Druids of Edora. Ça veut dire c'est ramassé, ça s'explique facilement. Ben, il coche toutes ces cases-là. Et puis finalement, le scoring, il est quand même assez demandant, on va dire. Et puis, il y a quand même aussi la petite partie plateau personnel. Donc, il coche plein de cases intéressantes. Et puis, vous avez quand même une grande possibilité, comme j'ai dit, il y a énormément d'actions. Et quand on a des ressources, vous avez un nombre de choix stratégiques qui peuvent s'offrir à vous. Pour une note, moi je lui mettrais une barbe joliment taillée. C'est bien sans être indispensable. Il y a tellement déjà de représentants dans cette catégorie-là avec de l'opportunisme à saisir. Tu parlais de Druids of Edera. Clairement, on est dans l'idée. Voilà, c'est sympathique sans plus. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. Je lui mets une barbe fleurie parce que finalement, j'ai pris autant de plaisir dans les parties où j'ai perdu que dans les parties où j'ai gagné. Il amène ce petit mélange de... J'ai devant moi un plateau où on va devoir faire des ensembles ou des grandes distances. Donc, ça ressemble un peu à du Carcassonne, mais extrêmement contraint. Et puis, vous avez la partie rondelle avec des actions à réaliser et de l'interaction. Donc, il amène deux choses que pour moi, je n'avais pas vraiment vues dans d'autres jeux, en tout cas pas avec ces deux constantes-là. Et puis, comme tu as dit, il y a aussi finalement ce scoring. Pendant la partie, on score beaucoup. Ça ressemble beaucoup à un scoring un peu à la Ultimate Russian Railroad, là où je sais plus quoi, où en effet, on peut faire 300, 350 points. Et puis, vous avez ce scoring de fin qui est facultatif, parce qu'il est possible que vous n'en fassiez pas si vous ne faites pas ce qu'il faut. Et puis, cette double piste de connaissances et de points qui, au final, ressemble un peu à certains autres jeux, où si on ne monte pas sur les deux pistes en même temps, ben, on est un peu contraint. Et du coup, c'est un mélange qui me plaît bien. Et voilà, c'est tout pour Papiria. Quelle est votre théorie du complot préférée qui vous fait le plus marrer? Indiquez-le nous en commentaire et faites-nous marrer. Dans tous les cas, vous avez plein de critiques sur la chaîne, profitez-en. Asseyez-vous, prenez votre temps et on continue à jouer tranquillement ensemble.